Cette vidéo ne sera pas objective. Et en même temps, comment l'être? Je veux dire, il y a tellement d'adjectifs pour décrire ce qu'on a vécu. En 5 heures de show avec SmackDown, j'ai vu défiler toute mon enfance devant moi. Et je suis sûr que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, donc comment décrire objectivement ce show? Backlash 2024 était historique? Oui, évidemment, c'est le tout premier PLE en France et on a attendu ça depuis si longtemps que oui, ça marque l'histoire. Backlash 2024 était excellent? Peut-être, oui, sûrement que l'expérience était différente pour ceux qui l'ont vu à la télé, mais c'était quand même très cool. Backlash 2024 était important? Sans aucun doute, au vu des histoires qui ont progressé et de l'impression que la France a fait sur le monde entier, on peut pas dire le contraire. Mais soyons honnêtes, Backlash 2024 était surtout une chose, phénoménale. Quelle soirée, quel week-end, quelle vie en fait. Franchement, je sais même pas par où commencer. Enfin, si, je sais. Merci. Merci à tous ceux qui ont fait de ce week-end un événement exceptionnel. On pense évidemment en premier à Christophe Ajus et Philippe Chiraud qui ont pris l'ovation de leur vie à SmackDown et à Backlash et sans qui ce show n'aurait certainement jamais eu lieu et je le pense sincèrement. On pense aussi à Sturi qui fait vivre cette communauté depuis tellement de temps et à tous ceux qui ont fait vivre le catch sur internet depuis des années. Mais bordel, les rois de ce show, c'était vous. C'est vous qui avez fait de Backlash 2024 l'un des shows les plus incroyables de l'histoire de la WWE. C'est vous qui êtes responsable de l'existence de ce show en premier lieu. Parce que si la WWE est venue en France, c'est parce que chaque année au live event, vous avez répondu présent. Parce que même quand aucune caméra était braquée sur vous, vous avez montré de quoi vous étiez capable. Et sans même espérer quoi que ce soit en retour. Vous avez fait ça juste parce que vous êtes comme ça. Et franchement, encore une fois, merci, ne changez rien. Mais alors, si demain, quand on parlera de Backlash, on retiendra surtout cette foule exceptionnelle, est-ce que le show en lui-même était à la hauteur? Eh bien, encore une fois, c'est impossible pour moi d'être à 100% objectif. Mais une chose est sûre, il y a beaucoup de choses à dire sur cet événement. Pour commencer la soirée, la WWE a pour moi choisi le match parfait. Ouvrir un show en France avec l'entrée de Kevin Owens, c'est certainement la meilleure chose à faire. L'ovation qu'il a reçue était immense et juste tellement méritée, et pourtant elle n'était rien comparée à celle de son partenaire, la légende, l'homme qui m'a fait aimer le catch, l'idole de très nombreux fans de la génération NT1 qui je le sais étaient nombreux ce week-end, le GOAT, Randy Orton. C'est bien simple, dans ses plus de 20 ans de carrière, jamais Randy Orton n'avait reçu telle ovation. Jamais Randy Orton n'avait entendu un public chanter son incroyable thème d'entrée. Et tout ça, c'est pas pour rien. Oui, on attendait tous un show en France et peu importe la carte qui nous aurait été présentée, on aurait été content, mais nous ramener un homme qui a pour beaucoup bercé notre enfance, c'était s'assurer une telle réaction. Je vais être honnête avec vous, franchement, c'était presque les larmes à ce moment-là. Déjà, on y reviendra à la fin, mais l'entrée de Philippe et Christophe, c'était déjà quelque chose, mais l'enchaînement avec Randy Orton, c'était absolument dingue. Face à eux, ce soir, on retrouvait Solo Sikoa et Tama Tonga, et si on avait déjà senti la veille à SmackDown que cette histoire n'allait pas se régler de manière simple, les 4 hommes nous l'ont très vite confirmé. Déjà, ils sont partis immédiatement à la lutte sans attendre la validation de la part des arbitres, et même une sécurité ultra renforcée et sérieuse, puisqu'on y a retrouvé beaucoup de visages familiers, n'a pas suffi, et donc les 4 hommes n'avaient besoin qu'on leur dise qu'une seule chose. Lâchez-vous! Do whatever you want! Au milieu de tous les bruits de la foule, j'ai quand même réussi à peu près à comprendre, ou plutôt à deviner que le match venait de se transformer en street fight. Et si pour être honnête, sur le papier, le match m'intéressait pas plus que ça, à part pour la présence de Randy Orton en France et le premier combat officiel de Tama, l'ajout d'une stipulation a vite tout changé. Écoutez, c'est bien simple, personne ne s'est assis durant ce match. Et le pire, c'est que ça venait pas d'une volonté, genre on veut montrer qu'on est chaud, on s'assied pas. Non, c'était juste fou à ce point-là. Pour beaucoup, ce combat, c'est le match de la soirée et honnêtement, je comprends totalement. Déjà, l'idée d'avoir un match sans aucune règle avec 2 équipes, c'était une excellente idée, mais en plus, ils ont totalement été à la hauteur des attentes. Kevin Owens s'est lâché avec la bouteille de Prime pour rappeler sa petite rivalité avec Logan Paul. Orton et Solo sont partis se battre dans la foule pour régaler les fans français. On n'a pas eu la classique qu'on pouvait avoir à une époque où les catcheurs prennent leur temps, même dans des matchs sans disqualification, ils ont vraiment chacun utilisé la stipulation à leur plein potentiel. Orton nous a fait croire qu'il allait sortir un splash du haut de la barrière après celui d'Owens, et tout ça, ça s'est passé dans les 5 premières minutes du match. Autant vous dire que si on est resté debout, c'est pas pour rien, c'était de l'action non-stop avec les classiques de Orton sur la table des commentateurs, l'utilisation de poubelles en pleine tête et des coups violents de kendo stick, et enfin et surtout ce qu'on attendait tous, la sortie des tables. D'ailleurs à ce moment-là, en vrai, Tama et Solo n'ont eu que très peu d'offenses, il faudra attendre que Tama se fasse écraser sur une table par Owens pour que Solo revienne de son côté dans le ring en plaçant un Samoan Drop à Randy Orton sur la table. Bon, vous imaginez bien, le retour de la Bloodline n'a pas du tout calmé la foule pour autant, puisque tout le monde a continué à faire du bruit pour huer Solo et Tama et demander le retour de Owens, mais les deux faces sont quand même encaissés pendant quelques minutes. En fait, c'est surtout KO qui va se faire prendre à partie en 2 contre 1 contre la Bloodline à coups de kendo stick, de poubelles et de violentes frappes de Solo et Tama. Et il faut attendre un petit retour de Kevin Owens qui envoie Solo Sikoa à travers la table pour enfin voir revenir la légende Randy Orton qui se confronte à un Tama Tonga armé d'une chaise et qui réussit quand même à redonner l'avantage à son équipe. Bon, c'est aussi là qu'on a pu voir que le public n'avait rien perdu de la veille avec le retour des chants simplement d'eux qui ont résonné tout le week-end dans la tête des catcheurs et des fans, et tout ça, ça a mené à un segment de fin tout bonnement excellent.
Randy Orton qui contre Solo sur la table des commentateurs pour l'écraser avec son RKO sous l'explosion de la LDLC Arena, Kevin Owens qui contre Tama Tonga et qui lui envoie une prise juste folle sur l'échelle sur le ring dans une réaction titanesque, et enfin lorsque KO est persuadé d'avoir gagné le match, Tanga Loa qui fait son apparition de sous le ring pour tirer l'arbitre. Enfin, tirer l'arbitre presque. Non, allez, je troll, c'est vraiment un mini détail qui impacte pas du tout la qualité de ce match, d'autant que l'arrivée de Tanga Loa, elle sert certes à coûter la victoire à Owens et Orton, puisque Solo fait rapidement son retour pour clouer KO au sol pour le compte de 3, mais elle va certainement aussi servir à raconter des histoires bien excellentes par la suite. Et oui, parce que si Backlash 2024 était si important, c'est pas juste grâce au public ou parce que les matchs étaient globalement cool. Les histoires aussi, elles ont beaucoup avancé, et notamment celle de la Bloodline. Après le match, Paul Heyman semble terrifié aux côtés des 3 membres de ce qui semble être une nouvelle ère pour le groupe, et ce moment dans les vestiaires où il croise Jey Uso en dit vraiment long sur les histoires qui peuvent être racontées, et en ce qui me concerne, j'ai ultra hâte. En plus, tout ce qui est raconté là l'est sans le moindre mot, parce que le simple regard de Paul Heyman suffit à comprendre que c'est presque un appel à l'aide à celui qui affrontera Damien Priest ce soir pour le titre poids lourd, et si tout ça mène à une réunion de la Bloodline originale pour faire face à ce groupe créé par Solo, franchement, je suis dans le train. Ah oui, et puis d'ailleurs, tant que j'y suis, vous voyez Tanga Loa qui a fait ses débuts là à Backlash? Bon, bah je sais pas si je vous l'apprends, mais j'ai découvert littéralement dimanche que c'était Camacho. Oui, le mec à vélo là avec Unico à l'époque, bah c'était lui. Voilà, c'était juste une info qui m'a surpris quand je l'ai découvert, donc je voulais vous partager, et sur ce, passons à la suite. La suite justement, elle concerne une toute autre division de la WWE, puisque c'est maintenant Bayley qui va défendre son titre mondial contre Naomi et Tiffany Stratton dans un triple menace. Bon, l'histoire elle était super simple, après avoir gagné la ceinture à WrestleMania, Bayley devait trouver une challengeuse, et si initialement c'est Tiffany qui s'était présentée à elle pour prouver que c'était bien Tiffy Time, Bayley a préféré choisir Naomi comme adversaire. J'avoue qu'à la base, un match entre Bayley et Naomi, ça m'intéressait pas du tout, pas parce que je les trouve mauvaises dans le ring, bien au contraire, mais juste parce que l'histoire racontée, elle me donnait pas très envie. Mais heureusement, la WWE a gardé Tiffany Stratton dans cette histoire, avec diverses interventions dans des affrontements 1 contre 1, pour mener finalement à ce match à 3 pour la ceinture, qui pour moi est une excellente idée. En fait, c'est sûr que pour la plupart des matchs de la soirée, les histoires n'étaient pas ultra profondes, parce qu'on a presque une remise à zéro après WrestleMania, mais je trouve quand même que ce match donnait vraiment l'impression qu'on a une énorme course vers la ceinture, et ça m'a beaucoup plu. En plus, Naomi elle a enfin eu le droit à l'entrée dont elle rêvait sûrement, puisque les plus de 10 000 fans présents sur place ont chanté avec elle en levant le poing au ciel, ce qui avec un peu de chance évitera peut-être le heel turn douteux dont j'avais parlé sur Twitch, et Bayley quant à elle est arrivée comme la reine de ce monde avec des chants amplement mérités pour enfin mener au début du match. Bon, là certes le public est peut-être pas resté debout tout le long, mais pourtant on a quand même eu de l'action non-stop. D'entrée de jeu, les tentatives de tomber se sont enchaînées sous les chances simplement d'eux, les 3 femmes ont chacune leur tour pu prendre l'avantage sur une de leurs adversaires, et encore une fois, on a eu un rythme effréné pendant de très longues minutes. En ce qui me concerne, mon coup de cœur du match, c'est totalement Tiffany Stratton, qui est incroyable dans le ring et qui le prouve chaque semaine, en plus de recevoir de plus en plus de soutien de la part des fans, ce qui vraiment me fait dire que son heure est peut-être plus proche qu'on ne le pense. Justement, on a eu de longues minutes d'un affrontement très sympa jusqu'à ce que les 3 femmes se retrouvent à l'extérieur pour continuer à livrer une lutte folle, et Naomi a elle aussi eu l'occasion de livrer un très bon combat et m'a franchement bien surpris avec une domination très cool qui a fini par prendre fin avec un gros retour de Bayley qui à son tour a pris le contrôle du match. D'ailleurs, j'ai remarqué ça en regardant le show une deuxième fois, le fait d'avoir les 3 femmes dominer le combat pendant quelques minutes chacune leur tour, c'était une idée parfaite pour montrer qu'elles méritaient toute leur place. Et en plus, pour un combat dont je pensais le résultat évident, j'ai quand même été bien surpris à la fin. Tiffany reprend le dessus sur Bayley avant d'écraser ses 2 adversaires sur la table des commentateurs, puis de les placer dans le ring pour préparer son prettiest moonsault ever, et malheureusement, l'ancienne championne NXT est esquivée puis clouée au sol par un 3D de Naomi et Bayley, qui permet à la championne de surprendre son amie après une petite lutte sympa pour remporter le match et conserver son titre. Bon, avant de passer à la suite, il va falloir que je fasse une précision importante. Si tout au long de cette vidéo, mon avis est biaisé parce que j'étais présent sur place, comme je l'ai dit, c'est encore plus le cas pour ce match. En fait, depuis que je regarde du catch, je me suis toujours demandé comment les fans sur place pouvaient se faire avoir sur des comptes de 2. Genre, comment ils voient pas que le match va évidemment pas se terminer à ce moment-là? Eh bien, avec ce combat, je l'ai justement compris. Ce soir, Jey Uso défiait Damien Priest pour le titre poids lourd après avoir simplement remporté un match pour devenir challenger numéro 1, et malgré son immense popularité, ça paraissait assez évident qu'il n'allait pas remporter la victoire. D'ailleurs, en soi, les résultats du show, soyons honnêtes, ils étaient plutôt prévisibles, et je comprends que ce soit une critique légitime qu'on peut émettre dessus, mais bordel, Jey et Priest, ils m'ont mis dans des états hallucinants. Bon, déjà, enfonçons une porte ouverte, l'entrée de Jey Uso était juste formidable. J'ai pas les mots pour décrire ce que vous avez fait. Évidemment, on remercie Sturi d'avoir eu cette idée de fou, et on remercie aussi la Carmine Corp pour l'inspiration, mais évidemment, on est obligé de remercier tous ceux qui ont été présents sur place et qui ont joué le jeu, parce que ça rendait ultra bien et c'était juste fou. L'entrée par la foule avec plus de 10 000 personnes qui bougent leur flash sur sa musique, c'est historique, et visiblement le concept est déjà repris à l'international. De manière bancale et américaine, mais ils essayent quand même, c'est déjà pas mal. Donc franchement, rien à dire, grâce à nous, Jey Uso est allé sur le toit du monde. Quand je revois les images sur le network, j'arrive pas à réaliser que j'étais là avec vous en train de vivre ça, c'est juste hallucinant.
En soi, j'ai toujours bien aimé les Usos et depuis la séparation, Jay a quand même fait des trucs cool, mais être là sur place et voir cette aura de fou furieux, ça a vraiment fait de moi un fan premier degré de Jay, et j'ai tellement hâte de voir la suite en espérant qu'elle sera glorieuse et qu'elle le mènera vers les sommets. Mais bon, vous vous en doutez, si je vous dis ça, c'est que c'était pas pour ce soir. Après avoir profité de l'ambiance du public en début de match et avoir quelques temps pris le dessus sur le champion, Jey Uso se fait ramener à la réalité par Priest qui prend le contrôle sous les chants C'est pas gentil de la LDLC Arena. Bon, là je vais faire une petite aparté parce que je l'ai pas du tout ressenti comme ça en live, mais en voyant les images, je reconnais que la domination de Priest, c'est pas la plus incroyable. Et c'est vraiment le retour de Priest qui m'a rappelé pourquoi j'avais tant aimé ce combat. Les échanges de coups au centre du ring sont accueillis par les chants Yeet du public et Jay peut dérouler avec de belles prises et un crossbody suivi d'un topé à l'extérieur, mais évidemment la domination de l'ancien champion par équipe est stoppée par la présence de JD McDonagh qui vient l'attaquer dans le dos de l'arbitre. Et personnellement, c'est là que la raison m'a quitté. Alors que Priest est en pleine discussion avec JD pour lui reprocher d'être venu intervenir dans son match, Jey Uso revient et place un super kick sur McDonagh puis un sur Damien Priest avant de grimper sur la 3ème corde. Du haut du coin, Jey Uso s'élance avec son Uso Splash et je vous laisse les images qui parlent d'elles-mêmes. Ce moment m'a fait comprendre à quel point le catch était différent quand on est sur place. Sûrement que ceux qui ont regardé ça depuis chez eux n'y ont pas cru une seconde, ou en tout cas pas autant que moi. Mais ce moment et tout ce qui va suivre dans le match, ça m'a complètement retourné et j'ai passé un moment de dingue. Le temps de me remettre de mes émotions, Priest et Uso étaient déjà repartis à la lutte avec un échange de coups très cool au centre du ring, avec toujours des réactions folles de la part du public, et enfin un très beau Razor's Edge de Damien Priest qui ne suffit pas à venir à bout de Jey Uso. Le champion prépare alors un South of Heaven Chokeslam, mais Jay le contre et lui place un spear pour un nouveau compte de 2 très proche, et alors que Jay fait à son tour son ascension pour en finir, Balor débarque pour une fois de plus venir en aide à Damien Priest. Heureusement, Jey Uso est prévoyant, il se débarrasse de Finn, mais alors qu'il se reconcentre sur le champion, il est déjà trop tard. Priest le découpe avec une corde à linge et le couche avec son South of Heaven, mais à la dernière seconde, alors que pour moi tout était fini, Jay lève l'épaule et reste dans le match. Et là, je vous jure que j'étais convaincu que c'était fait. Jey Uso venait de se dégager du South of Heaven et le résultat de ce match qui me paraissait pourtant évident venait de changer dans ma tête. Jay allait quitter la France avec le titre poids lourd. Priest n'en revient pas. Il se reconcentre et enchaîne Jay de violents coups, mais alors qu'il prépare une dernière attaque, le challenger l'accueille avec un super kick. Un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième dans le coin suivi d'un spear ont raison du champion. Priest est au sol et Jey Uso monte sur la 3ème corde. Dans les yeux du Hawkin debout dans son coin à Backlash, Jey Uso va le faire, il n'y a plus aucun doute. Jay s'élance et il écrase Damien avec son splash, et voilà ce qui se passe. JD McDonagh vient sauver le règne de son allié dans le Judgment Day en plaçant sa jambe sur la corde et les espoirs de Jay viennent de s'envoler. La réalité me rattrape à ce moment-là et je comprends que non, Jey Uso ne quittera pas Backlash avec la ceinture malgré l'engouement des fans. Le règne de Priest vient de commencer, c'est évident qu'il ne peut pas prendre fin aussitôt et donc à bout de force, Jay se débarrasse de Finn et JD, mais alors qu'il est sur la 3ème corde, Priest le fait chuter et lui place son chokeslam du haut de la 2ème corde pour en finir et conserver son titre. Voilà, quand je vous parle d'objectivité, ce match c'est l'exemple parfait parce qu'à mes yeux c'était le meilleur du show. En fait, les comptes de 2 de Jey Uso sont tellement venus me chercher et m'investir que j'ai juste adoré ce match. Alors, c'est sûr qu'en le revoyant, je vois beaucoup plus de défauts et je vois beaucoup plus les côtés positifs du main event sur lesquels on va revenir, mais en même temps, c'est un peu difficile de changer d'avis sur un combat qui m'a fait vivre de telles émotions. Bref, fallait quand même que je parle de ce qui se passe après le match parce que Finn et JD commencent à attaquer Jay et pour continuer à teaser des dissensions dans le Judgment Day, Damien Priest vient les arrêter et leur explique que c'est pas ça être un champion. Bon, malgré cette petite embrouille, le clan reste quand même uni après le match, mais au vu des histoires vers lesquelles semble se diriger Jey Uso et au vu de l'avenir du titre poids lourd, il y a de grandes chances qu'on voit une séparation du Judgment Day pour lancer pourquoi pas Damien Priest en rivalité avec Finn Balor. Allez, avec tout ça, il restait plus que 2 matchs et pourtant la soirée était encore très loin d'être finie. Déjà, pour la première fois, Philippe Chiro a pu monter sur le ring en direct sur le WWE Network pour annoncer au monde entier que le SmackDown de la veille était le plus rentable de l'histoire et que Backlash a lui aussi été le show en arène le plus rentable de la WWE. Bon oui, c'est sûr qu'au prix des places, c'était pas hyper étonnant, hein. Moi aussi je peux vous vendre un mouchoir à 15 balles et ce sera le mouchoir le plus cher de l'histoire. Mais bref, la WWE est quand même contente et ça c'est bon pour nous parce que ça veut dire qu'ils reviendront. Allez, avec tout ça, il était l'heure de passer à l'avant-dernier match de la soirée, le match pour les titres par équipe entre Jade Cargill et Bianca Belair et les championnes, les Kabuki Warriors. Alors, de ma place, j'ai pas vu l'entrée de Jade Cargill. Bon, ni de personne d'ailleurs, mais je peux vous dire qu'au vu des réactions, je comprenais bien qu'elle arrivait.
Non, en vrai, je suis l'abuseur originel, hein. Je le savais évidemment déjà avec la musique, c'est pas juste les réactions, mais juste c'était pour dire que Jade Cargill, elle a beau être toute nouvelle à la WWE, et elle a beau ne pas être la plus grande dans le ring, elle a quand même l'aura d'une star, et ça se voit. Bon, à part ça, je reconnais que ce match était celui pour lequel j'avais le moins d'attente. En fait, au vu de la chute de Damage Control depuis le Royal Rumble, ça paraissait évident que les ceintures allaient changer de main, et d'ailleurs ça s'est vu au niveau des réactions. Alors, rassurez-vous, on a toujours fait plus de bruit que les Américains, mais oui, au global, l'ambiance était quand même moins présente pour ce match que pour les autres. Après, c'était loin d'être horrible, on a quand même eu une belle séquence de Bianca au début qui passe le relais à Jade sous l'ovation des fans, puis une belle action à 2 des challengers, et enfin le retour des championnes qui vont longtemps dominer Bianca. Là, je reconnais qu'on a vraiment senti le côté très classique de ce match, et je l'ai même ressenti quand j'étais dans la salle, donc vous imaginez que c'était encore plus le cas en revoyant le show pour la vidéo. Donc en gros, Bianca va se faire dominer pendant très longtemps, et on va nous teaser en permanence l'arrivée de Jade Cargill, et après des échanges plus ou moins cool, on arrive enfin au retour de Belair, suivi de l'entrée de Cargill qui déroule et qui reçoit encore de beaux encouragements, mais qui ne parvient pas pour autant à remporter les ceintures, ce qui va malheureusement mener à une action très bizarre. En fait, à ce moment-là, Asuka fait le changement avec Kairi et s'ensuit une séquence en 2 contre 1 qui se conclut par une tentative de Kairi Sane, qui n'est pourtant pas la catcheuse officielle. L'arbitre s'en rend compte et donc il annule la tentative de tomber, sauf que derrière les championnes refont un changement, qui pourtant est censé déjà être officiel, enfin bref, on n'a rien compris, et logiquement le public s'est mis à crier le nom du seul homme qui pouvait régler ça, Michel Beaujolais. Bon, malheureusement, ce moment un peu bizarre a fini de me sortir d'un match dans lequel j'étais déjà pas vraiment entré, et même si, oui, j'étais pas non plus blasé et que j'ai continué à regarder, je maintiens que c'est clairement le match le moins intéressant à mes yeux. Par contre, je voulais quand même faire une mention spéciale au segment de fin qui était très cool avec les 4 femmes qui finissent au sol pour mener à une belle combinaison de la part des challengers, puis à une nouvelle domination des championnes qui sera stoppée par le Jaded de Jade Cargill puis le KOD de Bianca Belair, qui permet enfin de couronner de nouvelles championnes par équipe et offrir une fin très cool à ce match. Mais bon, justement, même si ce match était prévisible, que c'était pas le meilleur malgré une fin très cool, il a au moins permis une chose, c'est que les fans ont pu se reposer pour le main event incroyable qui nous attendait. Bon, comment expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, on avait dépensé tellement d'énergie dans ce week-end qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'on soit tous fatigués, mais en fait c'était presque l'inverse. L'impression que ce main event m'a donné, c'est que les fans présents avaient chargé leur puissance depuis vendredi pour tout lâcher dans ce match, et ça a donné un résultat juste fou. Encore une fois, à l'image de toute cette soirée, l'histoire du match n'est pas très profonde, puisque même si AJ et Cody ont un passé similaire avec des passages hors WWE et notamment des expériences au sein du Bullet Club, ils s'étaient jamais vraiment croisés. En plus, AJ avait simplement gagné un tournoi pour obtenir ce match, et avec Cody qui venait de gagner la ceinture à WrestleMania, le suspense était assez léger, et pourtant, c'était quand même fou. Parce que oui, déjà les deux dans le ring c'est toujours très bon, mais en plus on a vraiment répondu présent. Dès les entrées on a été incroyable avec les chants pour AJ Styles qui ont marqué le monde entier. Mais aussi et bien sûr ceux pour Cody qui... j'ai juste pas les mots en fait, écoutez. Voilà le genre d'ambiance qu'on a mis. Voilà comment la France a choqué le monde. Mais c'est pas tout, parce que l'ambiance c'est quelque chose, mais dans le ring on s'est aussi régalé. Un rythme qui monte progressivement avec des échanges en début de match dans lesquels les deux hommes essayent de prendre le contrôle, une foule qui est partagée entre les deux catcheurs et qui chante autant pour le champion que pour son challenger, une montée soudaine de l'intensité avec Cody qui rend la claque de la veille à Styles et le rythme qui accélère d'un coup avec une action très cool, qui permet à Cody de reprendre le dessus avec un dropkick. Bon, par contre Cody aurait peut-être mieux fait de se retenir de faire le move de Stardust, parce que ça lui a valu des chants qui lui rappellent cette époque sombre de sa vie, mais encore une fois, c'est bon enfant et ça joue dans l'histoire racontée. Avec ça, AJ Styles reprend le dessus un instant, il contre Cody qui tente de garder le contrôle et travaille son bras sous les chants de la foule, et il prouve bien pourquoi il est phénoménal. Styles va alors continuer à dominer le champion quelques temps, et notamment à l'extérieur, en lui écrasant le visage sur la table, mais le challenger commet une erreur et s'en prend à Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Alors non, il commet pas une erreur dans le sens où l'un des deux lui a cassé la gueule, mais déjà il se fait bien huer parce qu'on touche pas aux légendes, et en plus cette perte de temps permet à Cody de revenir en écrasant son challenger sur l'escalier. Sous les encouragements des fans, Cody va tenter une souplex, mais il chute lourdement et Styles en profite pour reprendre le contrôle avant de se faire contrer sur un moonsault là aussi très impressionnant. Oui, parce qu'on rappelle quand même que AJ Styles a 46 ans et que certains avant ça annonçaient qu'il était déjà plus à la hauteur, donc je pense qu'avec ce match, il l'a bien montré, il est toujours aussi phénoménal. Franchement, j'ai adoré revoir ce match, c'est vraiment celui que j'ai bien vécu en live, mais sûrement pas assez pour me rendre compte d'à quel point il était bon. Alors que Cody et Styles sont en train de reprendre leurs esprits et que les fans lancent une marseillaise, l'action dans le ring continue d'être excellente avec AJ Styles qui écrase le champion sur son genou pour tenter de remporter la victoire et la ceinture. Bon, je le reconnais, la marseillaise a clairement pas eu le meilleur timing à ce moment-là, mais j'avoue que pour avoir été sur place, on a tous
s'était emporté dans le mouvement sans aller chercher plus loin, et sans penser au fait que dans le ring ça continuait à être cool. Après, heureusement, j'ai quand même pas l'impression, même en regardant le show après coup, que ça ait gâché complètement le match. C'était juste un petit instant, certes c'était pas le meilleur timing, mais c'est pas non plus dramatique. Parce que oui, après ça, on s'est direct remis dans le match et Cody a réussi à revenir quelques temps avant d'être écrasé par une souplex de AJ sur le tablier du ring, puis de surprendre son challenger avec une powerbomb. À travers la table des commentateurs français! Bah oui, Ajus et Shiro, ils étaient pas là pour rien, hein. Il fallait bien leur offrir un petit cadeau. Avec Styles et Cody au sol, on a pu relancer un chant bien mérité pour nos commentateurs favoris, et les deux hommes ont réussi à revenir dans le ring au compte de 9 pour continuer à dérouler et à nous régaler. Double corde à linge, échange de coups d'avant-bras, double coup de pied qui envoie les deux catcheurs au sol et confrontation exceptionnelle d'un coin à l'autre du ring. Franchement, ce segment, je l'ai adoré. En fait, je comprends mieux en revivant le show la grosse différence entre ce match et celui entre Jay et Priest. Autant le match pour le titre poids lourd, il m'a plus investi sur le moment parce que j'ai plusieurs fois cru en la victoire de Jay et le suspense m'a fait passer un moment de fou. Autant en termes de psychologie et de catch, ce combat-là était clairement phénoménal, y a aucun doute. Après tout ça, les deux rivaux peuvent repartir à la lutte et Cody peut dérouler avec le Bionic Elbow qui va remettre une fois de plus la balle au centre. À bout de force, Cody profite de l'appui des fans pour envoyer son Cody Cutter, mais AJ le contre et prépare un tombstone qui est à son tour contré par Cody avant d'encore contrer une dernière fois pour enfin reprendre le contrôle avec une souplex dans le coin. Styles déroule et se voit déjà repartir avec la ceinture en plaçant son springboard 450 splash, mais Cody lève l'épaule à 2 et après avoir subi un incroyable Burning Hammer de son adversaire, le champion lève cette fois-ci l'épaule à 1 dans un moment très cool. Je pense que vous l'aurez compris, avec cette réaction de Cody Rhodes et des fans, on entrait dans la dernière portion de ce match. Le champion peut alors se mettre à dérouler, Cody Cutter pour un compte de 2 sous les chants Fight Forever de la LDLC Arena, corde à linge pour coucher le challenger, retour malgré le PD kick de AJ Styles en contrant un phénoménal forearm, et surtout, Kimura Lock. Oui, vous l'aurez reconnu, Cody s'est permis d'utiliser la prise de prédilection de Brock Lesnar, mais vous inquiétez pas, il a le droit parce qu'apparemment c'est sa règle. Bon, même si avec ça, Cody semble avoir un arsenal infini, ça n'empêche pas Styles de revenir et de contrer une fois de plus le Crossroads pour préparer son Styles Clash, mais malheureusement, il était déjà trop tard. Cody s'en sort à son tour, il envoie un Cody Cutter absolument hallucinant du haut de la 3ème corde, et sous l'ovation de la France entière, il saisit AJ Styles pour lui placer son Crossroads et lui river les épaules, pour conserver son titre indisputé, à mon immense surprise. Oui, parce que autant je me doutais bien que Cody allait conserver, mais autant voir AJ perdre après un seul Crossroads, ça m'a vraiment surpris, vu que Cody avait l'habitude d'en faire 3 dans sa rivalité contre Reigns, mais dans les faits, je pense que c'est quand même important de rétablir la crédibilité du finisher, et même si c'est dommage que ça se fasse aux dépens de Styles, je trouve que ça reste logique. Mais bon, vous vous en doutez, à part ça, le match était tout bonnement exceptionnel du début à la fin. Sur place, c'était un régal, à revivre sur le network, c'était fou. Historiquement, c'est important et ça a parfaitement été à la hauteur. Bref, AJ Styles contre Cody Rhodes, c'était certes très cool, mais Backlash 2024, c'était phénoménal. D'ailleurs, effacez ça. Ce week-end entier était phénoménal. De la conférence de presse jusqu'au discours de Philippe Chiro après le main event, tout était génial. SmackDown, c'était un show de dingue que je vais pas détailler ici mais dont je vous parle immédiatement sur Twitch pour ceux que ça intéresse. L'entrée de Philippe Chiro et Christophe Ajus au début du show, honnêtement j'étais au bord des larmes tellement l'émotion était immense. L'arrivée de Rey Mysterio sous les chants de la foule, c'était magnifique et ça m'a fait replonger en enfance. La pop monstrueuse pour LA Knight m'a mis des frissons et m'a fait tellement plaisir, surtout quand tout le monde s'est mis à chanter Chevalier. Le fait de revoir des noms qui m'ont donné l'amour de cette discipline et qui font que j'en suis là aujourd'hui, c'était ultra émouvant. Et enfin, le fait de pouvoir vous rencontrer, vous, c'était un honneur. Je voulais finir la vidéo là-dessus parce que c'est sûrement ce qui m'a le plus marqué dans ce week-end. Qu'on se soit juste croisé quelques instants pour se saluer, qu'on ait discuté plus longtemps, qu'on ait pris une photo ensemble ou même que vous m'ayez envoyé un message après coup en regrettant de ne pas m'avoir vu. Je vous remercie du fond du cœur. Vous imaginez pas à quel point c'est touchant de pouvoir parler avec vous. Quand vous me remerciez pour mon travail, je vous dis toujours merci à vous en retour parce que en fait, ce que je ferais n'existerait pas du tout sans vous. J'ai évidemment une pensée spéciale à tous ceux qui m'ont parlé de Twitch ou de la chaîne secondaire, vous êtes vraiment les rois de ce monde, à ceux que j'attendais de voir depuis longtemps et que j'ai enfin pu croiser, à ceux avec qui on a pas mal échangé avant ou après le show, à ceux qui m'ont fait part de leur vie un peu plus personnelle pour me remercier, ce qui m'a vraiment touché. Bref, vous l'aurez remarqué, j'ai pas les mots pour être à la hauteur de ce que vous m'avez fait ressentir, donc simplement merci. À titre un peu plus personnel, merci de me suivre, merci de me soutenir, merci de me donner vos retours sous chaque vidéo et d'être présent sur les lives et sur la chaîne secondaire. Et à titre plus global, merci d'avoir été là, merci d'avoir fait du bruit et merci d'avoir représenté la France. Et surtout, merci d'avoir montré à la WWE qu'on méritait qu'il revienne. Tout ça c'est grâce à vous et uniquement à vous, donc n'oubliez jamais ce que vous avez fait ce week-end et j'espère qu'on aura très vite l'occasion de remettre ça.